Salut à tous, c'est MD Manga, bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2024. Alors cette vidéo fait suite à une précédente vidéo que j'avais fait de critique sur le manga Red Flower édité chez Glénat, qui est scénarisé et dessiné par Louis. Lors de la dernière Japan Expo, j'ai pu le rencontrer, on a discuté, on a échangé, il m'a d'ailleurs fait cette superbe dédicace que vous pouvez voir ici. J'ai également pu lui donner mon manga et lui dédicacer. Je lui avais fait également un dessin de Red Flower en version judo que vous pouvez voir ici. Mon manga qui, je vous le rappelle, est disponible dans ma boutique. Vous pouvez aller le commander, je vous l'enverrai dès que possible dédicacé également. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire une interview de lui pour pouvoir discuter de toute son œuvre en général, de Red Flower, mais également de ses précédentes œuvres qui sont Red Flower Stories. Et c'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Je remercie Louis de m'avoir accordé cette interview. Je vous précise que j'en avais fait une précédente qui aurait dû être publiée plus rapidement, mais à la suite d'un problème technique de son, j'ai dû refaire une interview, donc je remercie chaleureusement Louis pour avoir accepté de faire cette seconde interview. Et c'est cette seconde interview que vous allez voir tout de suite. Allez, sans plus attendre et sans générique aujourd'hui, je vous livre cette interview. Et puis je vous laisse, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes et n'hésitez pas à commenter, à liker et partager. A très vite, ciao. Bonjour Louis, merci de m'accorder cette interview. On va commencer tout simple, peux-tu te présenter, dis-nous qui tu es? Avec plaisir. Moi, tu l'as dit, hein, Louis, dessinateur de manga, ça fait maintenant 5 ans, ça va vite. Et j'ai commencé en auto-édition avec une série d'histoires courtes inspirées de contes et légendes ouest-africaines, donc c'est ça que j'aime bien raconter. Suite à quoi j'ai signé une nouvelle série chez Glénat, qui est sortie en 2023, qui s'appelle Red Flower, et qui va suivre l'histoire principale que j'avais imaginée à l'époque. Ok. Donc alors, aussi, quel âge as-tu? Tu es originaire du Ghana, a priori, et je sais que Ouais. tu t'es arrivé en France. Alors dis-nous un petit peu dans quelles circonstances, pourquoi la France Du coup, j'ai 30 ans, j'ai grandi au Ghana. J'ai passé quasi toute mon enfance entre le Ghana, le Togo, l'Afrique de l'Ouest. Et je suis arrivé en France il y a 10 ans, presque tout pile, pour faire du manga. Justement, c'est ça qui m'a intéressé, ça qui m'a attiré de loin. C'était ce marché du manga que je ne connaissais pas. Malheureusement, en Afrique, le manga, ça n'existe pas. Mais quand je l'ai découvert, ça m'a passionné, ça m'a intrigué. Et j'ai décidé d'essayer de voir si je pouvais devenir mangaka moi aussi. Et comme la France est le deuxième marché mondial du manga, et je me suis décidé à m'installer à Toulouse. Et puis voilà. Et c'est là où tu avais de la famille à Toulouse, c'est pour ça que tu avais un point d'attache, tu pouvais... Ouais, c'est ça. J'avais des cousins à Toulouse qui depuis ont migré, mais ne connaissant pas la France, hein, ça faisait une vingtaine d'années que j'avais pas été de retour, donc je me sentais pas de débarquer tout seul sans savoir, sans avoir de repères. Et donc mes cousins m'ont accueilli quelque temps, le temps que je m'acclimate un petit peu, le temps que je trouve des repères, que je fasse des rencontres, des contacts dans le milieu. Et puis au final, le sud il fait bon, hein, il fait chaud, donc je suis resté à Toulouse. D'accord, donc là tu es toujours à Toulouse. Ouais. Ok, très bien. Donc alors tu arrives en France, donc du coup t'as pas... Bon, t'as un logement, mais t'as pas de travail, qu'est-ce que tu fais? J'ai commencé par enchaîner les petits boulots pour payer le loyer le temps que mon manga, le temps que je me professionnalise, on va dire. Donc j'ai travaillé un peu partout, hein. J'ai été recruteur de dons, j'ai bossé à la SNCF, j'ai été contrôleur, j'ai fait prof de dessin, j'ai fait un paquet de trucs. Et tout en faisant mon auto-édition chaque soir, des chapitres de manga, des one-shots, pour m'améliorer, pour apprendre les codes du manga, la narration, la composition, tout ça, dans le but moi-même de me lancer en auto-édition. D'accord. Ouais, effectivement, donc t'as enchaîné pas mal de choses différentes. Ok, et alors, je sais que tu as découvert le manga par ton cousin, je crois, non? Ou un ami, et c'était One Piece. Non, c'est un ami, ouais, c'est un ami, c'est un pote. Il m'a montré les vieux scans tout pourris de One Piece à l'époque. Donc je dis scan, voilà, faut pas trop. Mais c'est vrai qu'en Afrique, on avait accès à rien d'autre, hein. Donc c'était mal scanné, mal traduit. Les images, elles étaient catastrophiques. Mais malgré ça, genre, j'ai été tout de suite charmé par
le dynamisme des planches, le découpage, l'énergie qui dégageait des personnages de One Piece, c'est vraiment une énergie contagieuse et on sent que la liberté de l'auteur à raconter vraiment absolument ce qu'il veut. C'est ça qui m'a touché au début et c'est ça qui m'a donné envie de comprendre pourquoi le manga était différent de la BD parce que forcément je connaissais un petit peu Astérix ou je connaissais euh, euh, Tintin, des trucs comme ça. Ma mère est française donc on avait forcément cette culture-là, mais la BD m'avait jamais intéressé plus que ça. D'accord. Et donc, et là, c'est pour ça que tu as choisi le manga particulièrement plutôt que autre chose comme autre média pour t'exprimer? Ouais, c'est les codes narratifs qui m'attirent en fait. C'est le médium, c'est cette façon de raconter parce que du coup je connais le comics aussi qui ont des codes différents de la BD, qui ont des codes différents du manga, mais ça m'attire pas plus que ça. Et chaque histoire, je pense, a besoin d'un médium qui va l'aider ou qui va l'exprimer aussi bien que possible. Hein. Je pourrais raconter en dessin animé, je pourrais raconter en théâtre, en film, en Hmm. roman. D'ailleurs, je voulais être écrivain quand j'étais gosse. Ouais. Mais au final, pour moi, le manga, c'est le médium le plus parfait, on va dire, parce que je peux tout gérer de A à Z, la mise en scène, la lumière, les personnages, les designs, l'action, le découpage, tout ce qui a trait avec la narration, et ben j'ai la main dessus. Et c'est moi qui gère mon projet de A à Z. Oui, c'est vrai que c'est pas ce que tu aurais pu faire si ça avait été un dessin animé. Effectivement, c'est plusieurs personnes, tu n'aurais pas eu la main sur tout. Ouais, en effet, tu es ton propre C'est ça, réalisateur en c'est fait. ça. Mm. D'accord, d'accord. Alors, au départ, tu choisis l'auto-édition. Alors, je sais pas, je dis tu choisis, c'est peut-être pas un choix. Est-ce qu'au départ, c'était ton choix ou tu as voulu proposer dès le début ton histoire à un éditeur? Non, non, c'était un choix. C'est un choix dès le début. J'avais des contacts, j'avais des propositions d'édition en 2019 de la part de plusieurs éditeurs qui étaient intéressés par Red Flower Stories à l'époque que je développais. Mais c'est moi qui ai refusé, qui ai décidé de passer d'abord par l'auto-édition parce que j'avais conscience déjà de la marge de progression qui me Hmm. restait à faire avant d'avoir un produit entre guillemets euh, viable commercialement, on va dire, un produit que moi j'assumais de voir aux côtés de Naruto, de One Piece sur les étagères. En fait, mon auto-édition, c'est très artisanal encore. On sent que je cherche, je fais plein d'expériences, je tente plein de trucs graphiquement, narrativement, mais je suis pas encore prêt à me dire voilà, ça c'est un produit que j'aimerais voir en librairie. Donc j'ai refusé, j'ai préféré faire un Ulule en 2019 Hmm. avec ma communauté parce que finalement pour moi la seule personne légitime on va dire de me dire si mon travail c'est bien ou pas ça va être les lecteurs hein. C'est eux qui sont les principaux concernés, c'est eux qui vont lire mes histoires et donc on a plein de retours hein, des éditeurs qui disent oui change ci change ça ou ça c'est pas assez bien ou voilà ou sur le thème mais au final c'est les lecteurs qui savent en fait ce qu'ils ont envie de lire et j'ai préféré passer par eux directement. J'ai motivé ma communauté sur Insta, c'était beaucoup de bouche à oreille à l'époque et on a fait un joli Ulule en 2019 qui m'a permis de me lancer. Et ensuite, j'en ai refait un deuxième pendant le confinement parce que forcément, du coup, on avait un petit peu rien d'autre à faire, quoi. Ouais, c'est ça, bah, tout s'est un petit peu stoppé, effectivement. Donc c'est là que le tome 2, tu as préparé ton tome 2 de Red Flower Stories pendant le confinement. Et tu l'as sorti juste avant? Voilà, voilà, ouais, à la sortie du confinement, je me rappelle plus trop, mais c'était à la demande des lecteurs en fait. Moi, j'avais prévu qu'un seul tome, vraiment pour me professionnaliser. Et au final, comme les personnages avaient plu, comme l'univers avait plu et qu'on était confiné, ben, les lecteurs m'ont demandé un tome 2. Ils m'ont dit, tiens, on a des personnages préférés, est-ce que tu raconterais pas leur histoire aussi hein. Je pense notamment au Mhm. sorcier Anansi, à la petite sœur Aïcha. Et donc, dans le tome 2, bah, j'ai raconté leurs histoires à eux. Et ce tome-là, il a eu beaucoup de succès aussi. Il m'a permis de me remettre beaucoup en question sur plein de choses. J'ai pu tester des codes narratifs différents. J'ai pu tester plein de choses graphiquement. Et au final, je suis content de ne pas avoir signé directement avec un éditeur suite au tome 1 parce que je pense que je n'étais toujours pas prêt, mais j'en avais pas conscience du coup. Bah écoute, c'est vrai que le tome 2, vraiment, je l'ai lu plusieurs fois, il apporte un petit plus. C'est une autre façon de raconter. Je trouve Mm. qu'il y a un Mm. peu moins d'action, il y a pas mal de psychologie des C'est personnages, ça. et honnêtement, oui, il apporte quelque chose. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, il y a d'autres thématiques, il y a d'autres enjeux, les personnages sont plus creusés, je suis allé plus loin dans la psychologie des personnages et j'ai été plus osé au niveau de la narration. On sort un peu des codes du shonen Mm. classique et on tente autre chose et ça, j'en avais besoin. Notamment, ça a posé les bases de ce que je raconte aujourd'hui chez Glénat. La nouvelle histoire chez Glénat, elle a beaucoup bénéficié de ces petits tests que j'ai faits parce que du coup, je suis plus mature narrativement parlant et j'ai plus de codes, j'ai plus de vocabulaire, j'ai plus d'options. Mm. Bon, bah, merci au confinement alors hein, d'avoir aidé. Ok. Donc, alors,
comment se passe ta rencontre avec Glénat? Est-ce que c'est eux qui viennent te voir? Est-ce que toi, tu as été démarcher plusieurs autres maisons d'édition? Euh, C'était un peu, c'était un peu Roméo et Juliette. Genre, on n'arrêtait pas de se rater, de se louper l'un et l'autre. Là, de mémoire, ils étaient conscients de mon travail parce que forcément, j'avais fait beaucoup de festivals, j'avais fait beaucoup de conventions, j'avais fait tourner, enfin, on met nos travaux en ligne, hein, donc Ouais. les éditeurs, ils savent ce qu'on fait. Et ils étaient intéressés. Donc, il m'a dit qu'ils étaient intéressés pour le projet en 2019. Mais j'avais préféré passer par l'auto-édition. Donc, ensuite, j'étais retourné vers eux. Et puis, au moment où on aurait pu avancer et puis par les contrats, ben, il y a eu le confinement. Donc, au final, ils étaient plus dispo. Mm. Donc moi je suis parti sur mon tome 2 et quand ils sont revenus me voir et ben du coup moi j'étais plus dispo parce que j'étais sur le tome 2 qui a pris plus de temps que prévu et à la fin du confinement et quand finalement le tome 2 est sorti ben je suis retourné vers eux et ils m'ont dit oui on est toujours intéressé, on est toujours disponible et c'est à ce moment-là donc c'était fin 2022 il me semble, fin 2021, début 2022 qu'on a signé ensemble puis après ça m'a pris 1 an pour faire le Ouais. tome 1. D'accord. Et donc pourquoi Glénat, c'était un choix parce que c'est une des plus grosses ou parce que il t'offrait plus de liberté ou il y avait une C'était raison? un tout, c'est un package en fait. Ils m'ont proposé, il y a plein d'éditeurs qui m'ont proposé plein de choses différentes par rapport à mon projet, mais avec Glénat, j'ai senti qu'ils étaient les seuls à avoir vraiment bien compris mon intention à moi pour cet univers, mon ambition pour cette histoire, mes envies narratives, mes envies graphiques. Ils ont aimé le projet au-delà de juste l'histoire ou la valeur commerciale de ce que je leur vendais. Ils ont compris mon ambition d'artiste et ils m'ont proposé de m'accompagner sur tout ça. En fait, moi, je cherchais un accompagnateur, je cherchais quelqu'un qui allait m'aider à passer à l'étape supérieure, on va dire, parce que le projet, il marchait bien en auto-édition, j'avais pas de problème à ce niveau-là, Mhm. mais j'avais envie de passer un cap, de me professionnaliser, d'avoir accès au réseau de distribution classique, d'être en librairie, Ouais. j'avais envie de tout ça, et ils ont proposé de m'accompagner. Et puis la deuxième raison, au-delà du projet qu'ils m'ont proposé, c'était le fait qu'en fait, quand je me suis intéressé finalement à qui sont les éditeurs, parce qu'à la base, moi, quand je lisais un manga, je disais pas, ah, One Piece c'est chez Glénat et Ouais. Naruto c'est chez Kana. Je disais pas, ça m'avait jamais intrigué. Mais quand j'ai regardé, toutes mes séries préférées sont chez Glénat, par coïncidence. Donc, à part Naruto, t'as Akira, tu vas avoir Gun, tu vas avoir Bleach, One Piece, tu vas avoir Inomaru-Zumo, tu vas avoir Centaur. Toutes mes séries préférées sont chez Glénat. Donc, en fait, ça veut dire que leur ligne éditoriale, elle est très proche de ce que moi j'ai envie de faire, de ma façon de raconter. Et donc, je suis très content du coup d'avoir mon tome avec le petit logo Glénat à côté de One Piece, à côté de Gun. C'est clair. Je comprends. Je comprends très bien. Alors, une petite question indiscrète. Comment marche ton système de rémunération avec Glénat? Système de rémunération Je te avec demande Glénat. pas des tarifs, hein. Euh, Juste comment ça fonctionne. Bon, après, non, les tarifs, on peut en parler. C'est important pour les nouveaux qui vont signer de savoir un petit peu quelle est la fourchette. Au tout début, moi, j'avais négocié une avance sur droit avec l'ENA par tome, et donc qui est environ de 15 000 euros par tome, et donc qui est réparti mensuellement. Comme ça, moi, ça me fait une simulation de salaire un petit peu, ça me donne une impression de salaire. Mhm. Et en imaginant faire un tome tous les 6 mois, ce qui n'est pas du tout le cas. Ouais, c'est J'ai pas du tout ambitieux. réussi à tenir ce rythme. On aurait pu imaginer que ça faisait environ 2500 euros par mois. Au final, comme je fais plutôt un tome par an, on est plutôt sur du 1250 euros par mois. Que je complémente avec du coup ma vente d'auto-édition, mes interventions scolaires, des prestations de temps en temps, ce qui fait qu'au final, je m'y retrouve parfaitement. D'accord. Ok. Et est-ce que tu as les droits sur ton œuvre? C'est-à-dire, est-ce que tu as le droit du coup de vendre Red Flower Stories? C'est pas, il y a rien n'est lié. Ouais, non, non, non. Après, j'ai demandé, puis ils ont été très réceptifs à l'idée que je garde mes droits sur Red Flower Stories, parce que c'est un univers qui prédatait, qui préexistait Glénat. Et donc, eux ont les droits de diffusion, les droits d'exploitation sur Red Flower, Le Jeune Coq et le Soleil, la série qui sera en 5 tomes. Mhm. Moi, je garde les droits sur l'auto-édition, je garde les droits de lancer d'autres projets à côté qui seraient liés à l'univers. C'était très important pour moi d'avoir les droits de continuer à développer mon univers indépendamment. Parce que peut-être qu'un jour, j'aurais envie de retourner en auto-édition juste pour faire un petit projet tout seul, hein. Rien ne m'oblige à rester dans l'édition classique. Je verrai ce que j'ai envie de faire. Pour l'instant, ça se passe très bien. Et après, j'ai envie de te dire, il-
c'est à leur avantage aussi parce que tous les gens qui connaissaient Red Flower Stories et qui Ouais. continuent de découvrir Red Flower Stories vont forcément un jour être intéressés par Red Flower chez Glénat et donc ça leur ramène forcément des Ça fait une lecteurs en pub, plus. effectivement, une pub Ah oui, c'est supplémentaire ça. que toi tu fais toi-même. Ouais, ouais, C'est c'est ça. clair. Ok. Dis-moi un peu quelle est la semaine d'un mangaka professionnel? Comment ça fonctionne? Comment tu t'organises, toi? Alors, je peux pas parler au nom de tous les mangaka parce que déjà j'ai une semaine un peu atypique du fait que j'ai conservé mon auto-édition en plus de l'édition chez Glénat. Donc, ma semaine, lundi, c'est l'administratif, hein. Je fais des mails, je trie les mails, j'en reçois beaucoup trop ces temps-ci. Après, c'est bon signe, mais Hmm. je trie toutes les invitations en médiathèque, en salon, les invitations pour les prestations, les déplacements, les échanges avec mon éditeur, les échanges avec ma comptable. Il y a trop de mails, trop de DM, trop de. Donc là, je m'en sors plus. Mais bon, lundi, c'est administratif. D'accord. Et après, donc je book des salons pour moi parce que je continue de faire des salons en indépendant. Je book des salons pour mon équipe, hein. Je bosse avec plusieurs autres dessinateurs, plusieurs autres artistes avec qui on fait des salons. Mhm. Donc c'est moi qui book tout ça. Donc c'est beaucoup de logistique, l'envoi des cartons, tout ça. Des fois, il faut faire les cartons, réceptionner les cartons. Ça, c'est lundi. Mardi, mercredi, jeudi, oui, 3 jours, je suis à fond sur les planches. Il faut que je fasse idéalement une dizaine de crayonnés le matin, 4 ou 5 ancrages le soir. Donc, c'est des grosses journées. J'essaie d'avancer un max sur le tome parce que du coup, j'ai pas le temps de le faire le reste de la semaine. Donc, ça va être du 9h, je me lève, 9h30, je suis devant le bureau en train de bosser. Et je bosse normalement d'une traite jusqu'à 17h. Je prends une pause. Je prends une pause pour manger. Euh, Ensuite, je m'y remets de 18h à 20h30. Je vais aller faire un petit peu de sport quand même le soir. Je vais à la salle pour voir les potes. Ça me fait bouger aussi parce que c'est important. Et puis Mhm. après, le soir, il faut que je finisse le taf. Je me suis mis des objectifs. Donc, si ça veut dire de bosser de 23h30 à minuit, 1h, 2h du matin, bah, je bosse jusqu'à ce que j'ai fini, en fait. Et donc voilà, ça c'est mardi, mercredi, jeudi. Et puis ensuite, bah, généralement, vendredi, je commence à bouger en dédicace. Donc soit j'ai un déplacement, soit il y a des salons qui commencent déjà vendredi, donc il faut bouger. Mhm. Vendredi, samedi, dimanche, eh ben, je suis en festival, soit sur un festival indépendant où c'est moi qui ai booké, soit par invitation sur un salon de BD. Euh, et donc ça implique voilà, d'être dans le train, dans l'avion vendredi pour samedi, dimanche, rencontrer les lecteurs, dédicacer. Et puis après, ben, retour chez soi dimanche soir ou lundi matin. Des fois, c'est un peu loin, donc on n'a pas le choix. Et puis, dès que j'arrive chez moi, ben, retour dans l'administratif, les mails, tout ça. Et puis ainsi de Grosse suite semaine, hein? jusqu'à grosse semaine. Mais bon, écoute, après, c'est moi qui choisis. J'adore, hein, j'aime bien être un peu surbooké. J'aime bien qu'il y ait plein de choses qui se passent tout le temps. Et donc, voilà, après, je pense que sur la suite, il faudra quand même trouver un équilibre parce que je cache pas que c'est beaucoup d'énergie, Ouais, ouais. beaucoup de fatigue accumulée quand même, et que je tiendrai peut-être pas ce rythme sur toute ma carrière. Ouais. Non, c'est possible. Effectivement, là, là, dans ce que tu me décris, il n'y a pas de week-end, hein. C'est lundi au Pas de dimanche. week-end, pas de quoi? De quoi? Ah, Pas de c'est... vacances, pas de week-end. Mais bon, Bah écoute, non, si c'est le succès après derrière qui arrive, c'est voilà, ça vaut le coup, c'est bien. bah, on espère. Après, pour moi, c'est un petit peu ça le pari. Je sais que du coup, je fais mes tomes un petit peu moins vite que mes collègues qui, eux, font les tomes plus rapidement. Mais je fais aussi beaucoup plus de festivals et je pense que quelque part, ça va aider à promouvoir la série Mm. parce que je sens que les lecteurs sont contents de savoir que je suis dispo un petit peu tout le temps en dédicace, hein. Cette année, j'ai fait toute seule 70 festivals. Donc c'était une moyenne Ah, de c'est plus d'un presque par deux semaine, hein. festivals par Ah semaine. ouais, Ouais, excellent. ce qui Énorme. était beaucoup, c'était épuisant, je le referai pas de suite. L'année d'avant, j'en avais fait 57 et cette année, je pense, c'est 71. Donc c'est beaucoup de festivals, beaucoup de déplacements, mais je sens que les lecteurs me le rendent parce que du coup ils viennent me voir et puis moi j'ai besoin de cet échange. Genre je suis pas le genre d'artiste solitaire, casanier chez lui à bosser dans sa chambre. J'y arrive pas si je suis seul. Je j'ai pas envie de bosser parce que j'ai pas l'impression d'avoir une raison de bosser en fait. Mm. Du coup je sais pas pour qui je raconte mes histoires, à qui est-ce que ça plaît, qu'est-ce qui a plu dans l'histoire, qu'est-ce qui a ému les gens, qu'est-ce qui les a touchés, qu'est-ce qui les a fait réfléchir. Et donc j'ai besoin de cet échange, j'ai besoin que les lecteurs
lecteurs ils me disent ce qu'ils ont aimé et qu'ils me racontent leurs histoires. Il y a plein de lecteurs qui m'ont raconté des histoires à eux. Souvent, c'est aussi des lecteurs un peu d'origine africaine, forcément, parce que ça les intéresse à ce niveau-là, mais qui m'ont inspiré pour la suite, qui m'ont inspiré d'autres récits, et donc j'ai besoin de me nourrir des lecteurs aussi. Ouais, non, mais c'est bien, t'as raison. Mm. T'as raison. Très bien. T'as raison, je sais pas, mais Si, on moi je verra, pense on que t'as verra. raison. Et puis, ça, honnêtement, d'aller au contact du public, je pense que Mm. ça fait plaisir au public. Toi tu Mm. t'enrichis. Donc, c'est gagnant-gagnant, je pense que c'est bien. Mm. Je pense Mm. que c'est bien. Puis, si ça peut promouvoir en plus ton œuvre auto-éditée ou éditée chez Glénat, c'est gagnant, hein. Ouais, C'est... carrément. Non, non, c'est très bien. Oui, puis il y a le côté obligation financière aussi. Moi, je bouge aussi parce que c'est ça qui me fait vivre au final, parce que le salaire chez Glénat, sur un an, 15 000 euros sur un an, c'est pas suffisant C'est pour juste, vivre. oui. Donc forcément, moi, de ce côté, je suis obligé aussi d'assurer le fonctionnement de ma boîte, du coup, ma maison d'édition indépendante. Hmm. Euh, il faut qu'elle tourne parce que du coup, comme c'est moi qui avance les frais de déplacement, de salon, les salaires de mes vendeurs et tous ceux qui bossent avec moi, forcément, ça demande un fonds de roulement. Donc, j'ai aussi ça en tête, en plus de la gestion de mon tome et de toutes les activités promotionnelles autour de ça. Non, bah, t'es bien chargé quand même. T'es bien Oui, donc chargé. voilà, de pour ça, je dis que c'est pas une vie de mangaka type, hein. Je t'avoue que c'est Ouais, pas bah, tout le monde pareil. c'est intéressant en tout cas d'avoir ce retour. Ok. On va parler un petit peu dessin, parce que moi personnellement, tout au départ, et je pense que pour beaucoup, c'est vraiment ce qui nous a attirés. Euh, Mm. les premières planches qu'on a pu voir sortir sur internet de Red Flower Stories, moi ça m'a attiré. Je me suis dit, waouh, ça c'est un amateur, entre guillemets, qui fait ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même, il y a du boulot. Donc, et après, j'ai appris que tu étais autodidacte. Donc, comment t'as fait pour arriver à ce niveau-là, quoi? J'y suis allé, bah, comme toute chose dans ma vie, comme un acharné. J'arrive pas à faire les choses à demi-mesure, là, c'est tout ou rien. Et donc, dès que je suis arrivé en France et que j'ai constaté le gouffre entre moi et ceux qui dessinent depuis tout petit, là, parce que j'arrive en France et je me dis, ouais, je vais être mangaka, voilà. Je vois le travail d'autres artistes un peu de ma génération, là, je fais, oh là là, j'ai pas du tout le niveau. Et donc là, je me suis mis à dessiner plein temps tous les jours. C'était presque 10 heures par jour des fois. Pendant 5 ans, c'était de Ouais. 2015 à 2000, non, 3 ans. 2018, 2019, ouais, donc 4 ans. Après, bon, j'exagère un peu. Quand j'étais libre, c'était 10 heures par jour, mais quand je travaillais, forcément, du coup, c'était 3, 4, 5, 6 heures le soir après le taf. Il fallait Mm. plancher, faire des one-shots. Je pense que j'ai fait une vingtaine de one-shots sur 2 ans, ce qui représente quand même pas mal de pages. Et quand on dessine autant, on s'améliore forcément. C'est très dur de dessiner toute la journée et de pas s'améliorer, à moins vraiment de pas se remettre en question, quoi. Donc j'ai fait plusieurs trucs, j'ai fait ça, j'ai regardé forcément à droite à gauche quel manga, quels artistes pouvaient m'inspirer, j'ai posé des questions, j'ai également fait 2, 3 voyages au Japon pour demander aux Japonais comment est-ce qu'on raconte un manga, parce que moi ma vraie question c'est qu'est-ce qui fait qu'un manga c'est un manga, qu'est-ce qui différencie les codes narratifs du manga de ceux de la BD. Et donc j'ai décidé qu'il fallait que je demande aux Japonais D'accord. comment on fait pour faire du manga. Et donc, t'es allé voir des mangaka japonais, comme ça, tu t'es pointé au Japon, Voilà. bonjour. Voilà. Au culot, comme d'habitude, je me suis pointé au Japon. Il y a une mangaka japonaise qui s'appelle Nao Yazawa, qui parle anglais. Et moi, je suis anglophone de base. Donc, avec elle, j'ai vraiment pu échanger dans les détails. Et ça m'a beaucoup aidé parce que je pense que les Français, on est très fans de manga, mais on n'a pas encore tous compris la- les, les, les subtilités de la narration japonaise. Moi, je suis très particulier là-dessus. Et donc d'avoir de la bouche d'une japonaise vraiment comment il faut rythmer, comment il faut découper, ça m'a débloqué pas mal de choses que je continue d'essayer de comprendre parce que forcément on s'améliore toujours et il me reste encore énormément à choper. Mais déjà, un retour qu'on me fait souvent, c'est que mon manga il est très lisible et très compréhensible et les cadrages en fait sont très faciles à suivre et la lecture est fluide. Donc ça, je l'attribue à cette mangaka Naoyazawa qui m'a beaucoup apporté en termes de conseils. D'accord, bah, c'est quand même la classe, hein, d'aller au Japon pour pouvoir apprendre comme ça. Ouais, franchement, bien joué. Cool. Merci. Bon, alors on va parler un petit peu de l'histoire quand même. Donc, Oui, voilà, allons-y. toi, tu as voulu parler donc, du folklore ouest-africain, parce que c'est ta culture au départ, et donc c'est tes racines. Et dans quelle mesure, toi, tu as vécu là-dedans? Moi, j'ai passé toute mon enfance en Afrique de l'Ouest.
au Ghana, au Togo, et donc c'est une grande culture subsaharienne avec beaucoup de lore, beaucoup d'histoires, beaucoup de contes, beaucoup de légendes, un petit peu comme les fables de La Fontaine, mais avec d'autres animaux. En fait, nous on avait le singe, la hyène, l'araignée, le lion, et donc j'adorais tout ce folklore. Moi, j'adorais ces histoires qui me faisaient rêver. Et donc, ben, pour mon premier manga, je me suis dit, mais j'ai envie de raconter quelque chose de personnel, j'ai envie de raconter quelque chose qui me touche moi, et je suis parti sur les histoires, les contes et légendes de mon pays, forcément remixé, forcément je m'en suis inspiré, j'ai mélangé et j'ai fait un conte initiatique. C'est un petit peu comme Kirikou en manga, c'est un petit peu comme Naruto en Afrique, il y a un petit peu des deux. Et, euh, et donc voilà, il y a tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'aime aussi. Moi, je fais beaucoup d'arts martiaux, j'ai pratiqué beaucoup de judo, de karaté, donc on va retrouver des traces de ça. Il y a des arts martiaux africains dedans, comme le dambé. Il y a des baobabs géants, il y a des gorilles, il y a des proverbes, il y a des tenues traditionnelles, il y a des symboles. Il y a vraiment tout ce que j'ai vécu culturellement, traditionnellement au Ghana avant de venir en France. Parce que ça, c'est des histoires que te racontait ta mère ou ta grand-mère ou je ne sais pas, ou Ouais, c'est oui, ça? de tout le monde, hein. Tout le monde, c'est des histoires qui étaient connues, c'est des histoires qu'on se racontait entre nous, c'est des choses que Ouais. m'ont dit mes grands-parents, ce que m'ont raconté mes parents. Et donc, avec tout ce folklore, ben, j'ai raconté l'histoire d'un jeune garçon hein, qui est trop pressé d'être un adulte, un petit peu comme moi je l'ai été. J'ai été très, euh, très têtu quand j'étais gosse et qui va se confronter à plein de choses. Il va se confronter à l'autorité de son père, il va se confronter à l'exemple de son frère, au sorcier du village. Et donc, afin de sauver sa tribu, on va dire, et sa petite sœur, il va devoir devenir un homme d'ici la fin de sa tribu, passer ce rite initiatique et sauver son peuple contre un envahisseur mystérieux. Ouais. Qu'on saura peut-être dans le tome 2, d'ailleurs. Voilà, qu'on Peut-être saura peut-être commencer dans à le tome 2 du comprendre. coup. D'accord. Donc, alors, la suite, qu'est-ce que je voulais te demander? Oui, c'est vrai que ce que j'ai remarqué dans les deux tomes de story, c'est que tu décrivais beaucoup l'univers et tu avais même mis des pages en plus pour expliquer des choses qui semblent être réelles. Est-ce que tout ça c'est réel? La tribu des Baoré, je crois qu'elle n'existe pas, j'ai en tout cas pas trouvé de choses. Mais néanmoins, est-ce qu'elle s'inspire d'une tribu existante vraiment? Ou alors c'est un peu un Ouais. mix Ouais, la tribu des Baoré n'existe pas. Je fais un petit jeu de mots avec Baobab, Baoré, Ré, pour moi, ça veut dire les enfants du Baobab, par exemple. Mhm. Mais tous les proverbes, toutes les traditions sont inspirées de vraies choses que j'ai vues, vécues ou qui font partie de ma culture ou d'une des tribus locales du Ghana qui s'appelle la tribu Ashanti. D'accord. C'est un grand peuple dont l'histoire remonte à des milliers d'années. Et donc, je me suis inspiré de tout ça, que ce soit au niveau des symboles, au niveau des rites initiatiques. On va voir certaines choses en lien avec les fourmis de feu. Bah, ça, c'est les fourmis Mhm. que je côtoyais quand j'étais gosse. Hein. Les fourmis rouges, on les appelait pas fourmis de feu, mais c'est moi qui réinvente un petit peu le lore. Et puis après, je pense que l'histoire en elle-même, elle reste universelle. Hein. Le conte initiatique, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les cultures, dans tous les peuples, Ouais. que ce soit l'Odyssée d'Homère, que ce soit le héros qui quitte le village, qui va pourfendre le dragon et revenir à son peuple, ou encore dans Kirikou, hein, c'est ce petit garçon qui va quitter son village pour sauver son village au final et revenir un héros. Je suis clairement dans la même trame narrative. D'accord. Ok. Au niveau de tes personnages, alors t'en as créé beaucoup. Et bon, alors moi, il y en a un personnellement qui m'a le plus plu, et je pense que je suis pas le seul, Anansi, qui est. Donc j'ai cru comprendre que c'était un dieu qui existait, un dieu araignée. Donc toi, tu en as fait un humain. Dans Stories, tu racontes un peu son enfance, un petit peu sa transformation, sa métamorphose. Et en fait, on se demande quand même ce que c'est que ce personnage. Est-ce que c'est un gentil? Est-ce que c'est un méchant? Euh, on sait pas. J'ai l'impression que le dieu était plutôt bienveillant et gentil. Mais là, dans ta série, il est plus ambigu que ça, j'ai l'impression. Bah, tu vois, Anansi, moi, je l'ai pas forcément connu sous forme de dieu. Quand on me racontait les histoires de Anansi, c'était plus un personnage mythologique, on va dire. C'était l'équivalent du renard dans les contes de La Fontaine. C'est un personnage malin, très futé, très intelligent, mais fourbe des fois. Le renard, il fait pas Hmm. que des bonnes choses. Hein. Il pique le, c'est quoi, il pique le fromage au corbeau ou je, C'est ça. ou je sais plus quoi.
Et Anansi, pour moi, c'était pareil. En fait, ma mère, quand elle me racontait les histoires de Anansi l'araignée, bah, des fois, il était gentil et c'était le héros de l'histoire. Et des fois, c'est lui qui jouait les sales tours aux animaux de la savane, en fait. Et ça, j'ai toujours adoré ça quand j'étais gosse. Parce que très vite, ça m'a fait comprendre que les gens sont ni bons, ni gentils, ni mauvais entièrement. Et qu'on a tous des degrés de... on a tous la capacité pour faire du mal. Et avec ce personnage, c'est ce que j'ai envie d'explorer. Donc, je me suis approprié Anansi, je l'ai réinterprété, je l'ai personnifié sous le rôle du sorcier. Pour moi, c'est un sorcier, c'est un griot Mhm. qui raconte des histoires, qui raconte des contes, des légendes et qui est un peu aussi sorcier vaudou. Mais Anansi, on le retrouve aussi dans les Marvel. Hein. Il a été dans le lore, il a été un des premiers Spider-Man. On le D'accord. retrouve dans American Gods, on le retrouve dans Anansi Boys. Enfin, il y a plein de médiums qui vont reprendre Anansi. Il n'existe pas que dans mes histoires. Et c'est ce que j'aime aussi chez lui, c'est que ça lui donne cette dimension un petit peu qui brise le quatrième mur. En fait, il va Oui, c'est sortir vrai. de l'histoire. Il est plus grand que l'histoire et je trouve que ça lui rajoute tout un degré de mystère et de suspense. Non, mais j'aime beaucoup ce personnage. Et je sais pas si c'est. J'ai entendu une histoire à propos de toi par rapport au fait que tu aurais rencontré un sorcier vaudou. Et est-ce que c'est inspiré. C'est lui qui t'a inspiré ce personnage? En tout cas, physiquement? Ouais, en quelque sorte, ouais. Donc Anansi, forcément, le chara design visuellement, c'est moi qui l'ai inventé. Mais je me rappelle d'une anecdote où, en effet, j'ai passé 3 ans de 2012 à 2015, 2011 à 2015, au fin fond de la jungle. J'étais allé faire un service humanitaire au Ghana pendant 3 ans. Pour de l'humanitaire. Et j'ai un pote qui m'a emmené au fin fond de la jungle. On a marché longtemps, 1 heure 30 à travers les lianes et tout. Il m'a dit, je t'emmène voir un sorcier aujourd'hui. Je fais, ouais, pourquoi pas, ça m'intéresse. Et donc, on traverse la jungle jusqu'à tomber sur une petite hutte avec un toit en chaume, comme les gens ont pu le voir dans Red Flower ou Red Flower Stories. Un petit toit en chaume, des murs en argile et, et des gris-gris qui pendaient aux portes, des espèces de symboles, des sculptures, des masques vaudous. Vraiment dans l'ambiance que je représente dans Red Flower, on a cette même ambiance. Et là, je vois c'est pas une canne de bambou, c'était un grand pilier de bambou qui montait 10 mètres dans l'air. Et en haut, il y avait une antenne Canal+. Et je me suis dit, Ah ouais, j'ai décalage trop quand même. rigolé, j'ai trouvé le décalage tellement fou que je me suis dit, mais il faut absolument que je m'en serve pour un personnage qui sera en contradiction totale avec son temps. Et donc dans le personnage d'Anansi, on retrouve beaucoup ça en fait. Il sait des choses qu'il devrait pas savoir, il dit des choses qu'il devrait pas dire, mais en même temps, il est profondément ancré dans cette culture du vaudou et des masques traditionnels ghanéens. Et j'aime beaucoup ce personnage pour ça, et je sens que les lecteurs ont été touchés aussi. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que c'est un personnage qui est attachant et intriguant. Donc on a Mm. envie d'en savoir plus. Et c'est vrai C'est qu'il faut ça, lire mais j'en dirai Stories pas. pour ça, quoi. Voilà, il faut lire les Rien que pour stories. ça, il faut, ouais. Bah C'est justement, ça. donc si on parle un peu de stories, alors une grosse question pour moi, c'est est-ce qu'on peut estimer, malgré il y a quand même pas mal de petites différences, que ça soit quand même Mm. canon par rapport à ce que tu as fait chez Glénat, ou alors tu le séparerais quand même? Tout est canon, sauf la première histoire du premier tome, qui est un peu le pilote de ce que je fais chez Glénat. Première Donc pour histoire. ceux qui ont lu, voilà, tu l'as sur place là, voilà la première Oui, histoire qui ok. s'appelle Catafali. Quand il devient. Euh, elle reprend, Hmm. elle reprend l'histoire de Kelly qui veut devenir un membre de la garde du roi, parce qu'à l'époque je développais l'univers, donc pas tout était très clair dans ma tête. Mais du coup, cette histoire-là, on reprend la même trame narrative dans le premier tome chez Glénat, et bon, pour ceux qui l'ont lu, savent qu'il y a, Ouais. on va dévier de la trame globale sur la fin. Donc toutes les autres histoires sont canon, tout est cohérent, juste sauf cette première histoire que j'ai repris chez Glénat dans le but de la changer et d'ouvrir sur un univers plus vaste. Hmm. Ouais, donc effectivement, il faut, je pense, pour moi, c'est intéressant de lire Stories, ne serait-ce que pour Ah, ouais, ouais, c'est en avoir intéressant, plus. Ouais. ça rajoute des choses, ouais. Hmm. Ouais. Bah moi, de toute façon, effectivement, j'ai pas été perdu. Même si dans Red Flower, tu décris beaucoup, tu prends le temps d'expliquer l'univers et tout. C'est vrai que d'ailleurs, Mm. c'est très bien, c'est ce que j'ai trouvé très bien fait dans ton histoire. C'est que tu prends le temps de découvrir l'univers, et d'un coup, à la fin, il se passe un truc, tu fais, ah ouais, j'avais cru comprendre comment ça se passait, mais là, je m'y attendais pas. Et ça, j'ai trouvé ça super bien fait. Le petit twist, magnifique. Ouais, j'aime bien.
l'idée que mon lecteur, il est censé vivre les choses en même temps que les personnages. Donc, je le mettais bien, je l'accueillais dans cet univers chaleureux avec plein de personnages du village. Et quand le lecteur se sent à l'aise et qu'il se dit qu'il connaît ce monde, en fait, il sait comment ce monde fonctionne, et ben là, j'introduis un élément perturbateur. Et au final, le lecteur, il est aussi choqué que mes personnages. En fait, il a vraiment vécu le Bah, choc comme carrément. Kelly Carrément, ouais. de voir cette nouvel élément, quoi. Et puis je te dis, je suis d'autant plus choqué que d'avoir lu Red Flower Stories où il n'y a pas ça. Je ne Mm, m'attendais vraiment pas du tout à ça quand je l'ai acheté. Donc mm. très bien, et c'est vrai que là j'ai hâte, c'est janvier hein, que ça sort. Janvier, le 22 janvier, ça sort le tome 2 pour Angoulême. Et bah je serai dispo le 22 janvier, je le prends. Ça c'est sûr. Merci. Donc ouais, donc on parlait des différences. Moi j'ai noté une grosse différence. C'est déjà visuellement ils sont plus jeunes. Le héros, Ouais. Kelly beaucoup plus jeune. Et le personnage, son copain Nahana est complètement différent. Et je voulais avoir Ouais. ton avis, pourquoi? Pourquoi ces choix-là? Alors, le fait de rajeunir Kelly, c'est quelque chose que plusieurs éditeurs m'ont fait remarquer. Ils m'ont dit, dans tes stories, l'histoire est cool, mais on aimerait ressentir plus la relation entre Kelly et son grand frère. Et pour qu'elle soit plus claire, Ouais. il faudrait qu'il soit plus jeune. Hmm. Parce qu'un petit frère qui adore son grand frère, ça, c'est très touchant. Un jeune adulte qui est très admiratif d'un adulte un peu plus âgé que lui, c'est moins impactant. Donc on a D'accord. décidé avec Léna de rajeunir le personnage, aussi pour toucher les lecteurs un peu plus jeunes. On vise la cible des ados, hein. C'est du 12-15 ans de base, même si ça plaît à tout Moi, le monde au final. j'ai bien dépassé ça, Donc moi. ça, c'est voilà, c'est ça. Non, non, t'es concerné quand même. Mais et donc on voulait un personnage un peu plus jeune pour qu'il ait plus de marge de progression aussi, parce qu'en fait, si tu racontes un conte initiatique et que ton personnage il a 25 ans mais qu'il est toujours pas adulte, tu te dis Ouais. à un moment Il a il y a eu loupé un quelque problème chose. quelque part. Ouais, ouais, Donc tout à voilà, il fait. fallait qu'il soit jeune pour passer à l'âge adulte. Et la deuxième chose, bah, par rapport à Nana et l'évolution de son visuel, c'est que tout simplement, j'ai pris de la maturité en termes de chara design, en termes de création de personnage. Je me suis dit, mais en fait, ton personnage là, il a pas assez de différence entre Hmm. lui et Kelly dans les stories. Et donc, chez Glénat, je lui ai changé sa coupe, j'ai approfondi sa personnalité qui, au final, est à l'antithèse, on va dire, de Kelly, parce que lui, il est très doux, très mesuré, très dans ses sentiments, hein. Là où Kelly, il est trop têtu, il est bruyant, il est précipité. Ouais. Et je voulais écrire un personnage différent du personnage principal. Ouais, et c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour laquelle tu disais tout à l'heure que la première histoire est pas canon, parce qu'effectivement, là, Nana est dedans et ressemble beaucoup à Kelly, C'est ça, même dans le c'est ça, caractère. c'est Hmm. ça, c'est ça, c'est ça. D'accord. Eh ben, écoute, très bien. Allez, on va parler un peu arts martiaux, enfin, arts martiaux ou en tout cas combat. Euh, alors, il y en a beaucoup dans ton œuvre. Dans Stories et dans Red Flower, il y a plusieurs styles. On va retrouver de la capoeira, on va retrouver du sumo. Enfin, en tout cas, dans Stories, on va retrouver du sumo, on va retrouver du karaté, du jujitsu. Alors, moi qui pratique le judo, jujitsu, bon, il y a quand même pas mal de similitudes. Qu'est-ce que Mm. tu as fait, toi, comme arts martiaux? Qu'est-ce que tu as pratiqué? Qu'est-ce que tu pratiques aussi aujourd'hui? Ouais, j'ai tout testé, c'est vite dit. J'ai pratiqué le sumo, pardon, le judo, le karaté. Hmm. Et j'ai fait du Krav Maga pendant quelques mois. Et donc, j'ai beaucoup d'appréciation pour la dimension spirituelle que vont avoir certains arts martiaux. Les codes du karaté, du judo, où mon instructeur, mon sensei, m'avait dit à l'époque, on t'apprend à te battre, mais c'est pas pour que tu ailles te battre, en fait, c'est pour que tu te maîtrises ton corps, tes émotions, ton Hmm. esprit, que tu maîtrises tes mouvements, et que quand tu fais chuter quelqu'un, tu le fais chuter sans lui faire de mal, en fait. J'adorais cette philosophie. Et j'ai essayé de la reprendre donc dans mon art martial inventé, le katafali. Ok, Et ouais, après, bah, effectivement. je suis passionné aussi d'arts martiaux en général, donc on va retrouver des éléments de sumo dans le personnage de Obe, on va retrouver des éléments de jujitsu dans certaines formes du katafali, on va retrouver un petit peu de Krav Maga aussi, on va retrouver du jujitsu dans certains enchaînements, dans certains étranglements. Mais parce que j'aime les arts martiaux, j'aime bien les scènes d'action, j'aime bien mettre les corps en mouvement aussi, donc c'est une bonne excuse pour dessiner des scènes un peu cool, quoi. Ouais. Bah, effectivement, le kata Fali, tu disais, alors kata, ça vient des katas justement, judo, jujitsu, c'est ça? Des Voilà, mouvements? je me suis pas pris la tête, Et j'ai Fali, piqué c'était quoi? directement au Paix? karaté. Et Fefali dans la langue locale du Ghana, ça veut dire la paix. Et D'accord. donc, j'ai fait Kata Fefali ou Kata Fali. C'est les mouvements de la paix. D'accord. Ok. Très bien, je comprends bien. Bon, et si tu as besoin d'un consultant judo, pas de souci, hein.
Il n'y a pas de souci, je penserai à Je peux toi. te donner quelques cours de judo, il n'y a pas de problème. J'ai été prof pendant 6 ans. Donc, Ah oui, ok, d'accord. je connais un peu, Moi, ouais. j'ai fait que jusqu'à la deuxième ceinture ou quoi, jaune ou orange, je Jaune sais plus, orange, ouais. mais ouais, ça date. Bah, après, voilà, j'ai les bases, et puis après, pour le reste, on a Google, hein. Ouais, mais c'est vrai que pour dessiner certaines scènes de combat, c'est pas évident si on connaît pas. Ouais, ouais. Moi qui ai dessiné Ouais, du judo, j'ai remarqué il que y a c'était dur. plusieurs fois où j'ai dû prendre la pause moi-même Ouais. avec un pote, me faire étrangler pour voir exactement comment se positionne le bras autour du cou. Bah, mais moi j'aime bien, donc ça me fait plaisir. Bon, si tu veux que je vienne te faire faire une de prise de judo sur Toulouse, Il est en train de me tu me proposer de dis. m'étrangler là. Non, non, mais on fait C'est top tomber sans 3 faire ça, mal. monsieur, c'est top 3 ça. Non, très bien. Donc ouais, donc Cataphalie, tu disais donc la paix. Et donc là, ça m'amène à une petite question et une ambiguïté. Donc on a déjà parlé, je connais ton avis, mais une ambiguïté qui m'a surpris sur le fait que c'est un peuple qui revendique la paix, qui est plutôt, on va dire, paisible, et on voit à plusieurs reprises quand même surtout venant du chef, le père, le chef de la tribu, qui est particulièrement violent, et notamment avec des scènes de torture. Et là, je me dis, Ouais, il y a ouais, quand même ouais, un on peut sacré appeler ça de écart la entre leur torture, ouais. philosophie et... Bah, c'est un des thèmes que j'aimerais aborder. Je pense que j'aborderai tout au long de ma vie dans mon travail. C'est l'hypocrisie du dogme, en fait. C'est l'hypocrisie de l'évolution de la société qui va prôner certains principes, qui va prôner des valeurs, qui va prôner des Hmm. lois, des enseignements qui nous viennent de la religion, qui nous viennent de la société, qui nous viennent même de la loi, hein, qui ne sont plus en adéquation avec le temps, avec l'époque, avec les mœurs qui évoluent, et comment est-ce que les gens interagissent avec cette hypocrisie, ou en tout cas cette dichotomie. Comment est-ce que les gens vivent le fait d'être en décalage ou en contradiction avec leurs croyances ou ce qu'ils disent Hmm. croire. Et donc c'est un peuple pacifique, mais qui châtie leurs enfants corporellement, on va dire, à travers les fourmis rouges. On a ce châtiment assez violent. Ils ont des propos aussi assez violents. Ils sont très durs, mais on comprend aussi que c'est pour l'éducation de leurs jeunes. On ne veut pas qu'ils quittent le droit chemin. On veut les protéger aussi d'eux-mêmes, de la jungle qui est dangereuse. Il y a plein de raisons. Et donc j'aime bien explorer en fait euh, bah, qu'est-ce que ça veut dire en fait de grandir et d'essayer de devenir un homme, d'essayer de devenir un adulte par rapport à l'autorité de son père, par exemple. Hmm. Quelque chose que j'ai vécu forcément. Qu'est-ce que ça veut dire de s'émanciper? Qu'est-ce que ça veut dire de prendre ses responsabilités et de décider, de dire non, moi, cet enseignement-là, je ne suis pas d'accord avec mes ancêtres ou la génération d'avant. Et qu'est-ce que ça veut dire quand on s'est trompé et qu'on s'est rendu compte, comme moi j'ai pu me rendre compte quand j'étais jeune, que bah, quand je disais que j'étais pas d'accord, bah, au final j'avais tort et au final j'aurais peut-être dû écouter parce que je me suis fait mal ou j'ai fait une bêtise. Ouais. Non, ça, c'est vrai que c'est pas mal de choses qu'on retrouve dans ton œuvre, dans tes œuvres, je Mmh. dirais même. C'est tout le Mmh. thème donc, le rite passage à l'âge adulte, le respect C'est des ça, traditions, des hiérarchies, le c'est respect ça, de ses aînés. c'est ça. Effectivement, c'est quelque chose qu'on retrouve tout au long, mais surtout aussi comment s'en émanciper. Et est-ce qu'il faut Mmh. s'en émanciper en fait, finalement? C'est ça la question. C'est ça la question. J'avais entendu un proverbe qui m'avait beaucoup plu, c'est que la vieillesse, l'âge, je traduis hein, dans ma tête, l'âge n'est pas un gage de sagesse, mais la jeunesse n'est pas un gage d'innovation, on va dire. Hmm. Donc c'est pas parce que tu es jeune que forcément ce que tu proposes de nouveau c'est intéressant, Ouais. mais c'est pas parce que tu es vieux que ce que tu dis c'est intelligent non plus, hein. Il y a plein de vieux qui disent des bêtises, il y a plein de jeunes qui se trompent aussi. Donc au final, c'est ça le jeu en fait. Je pense que c'est ça le passage à l'âge adulte, c'est de décider pour soi où est-ce qu'on tranche en fait. Quels sont les enseignements de son père que Kelly va rejeter et quels sont les enseignements qu'il va accepter pour lui et quels sont les conseils du sorcier qu'il va écouter, ceux de son frère aussi qui lui donne beaucoup de conseils. Et donc, par rapport à ça, bah, moi, je trouve que c'est intéressant de développer en arrière-plan bah, une tribu qui dit on est non violent, mais qui n'hésite pas à gifler les enfants quand ils font une bêtise, quoi. Hmm. Ouais. Ouais, puis ça va être d'autant plus important, on va pas spoiler, mais là on va se demander ce qui va se passer, parce qu'effectivement, Ah, ben ouais, ce là. petit twist final, est-ce que ça va être source de conflit ou pas? Comment ils vont pouvoir gérer ça, quoi. Voilà, Ouais. voilà. Les réponses dans le tome 2. Bah écoute, ouais, j'ai hâte de voir ça. Bon, juste quelques petites choses et après on en aura terminé. Euh, Allez.
Moi, j'ai lu Molly et Lucas que tu as fait. Là, regarde. Ça remonte là. Molly et Lucas, à côté de moi. Très bien, mais j'ai trouvé très bien, honnêtement. C'était vachement sympa. Parfait. Et c'est vrai que cette petite fin, la petite image finale m'a fait penser à Molly. Est-ce que il y a une envie Oula, de faire venir ou pas? euh, Sans hmm. spoiler, allez, vas-y. Sinon, et si tu me dis, je couperai. Ouais, c'est pas Molly. C'est pas Molly. Bon, voilà, au moins Pas c'est Molly. clair. C'est pas Molly. C'est C'est dommage. pas Molly. Non. Non, je sais pas si c'est dommage, Non, moi. non, non, il y aura quelques déçus, mais c'est pas Molly. Non, non, mais c'est vrai que j'avais trouvé ça marrant. Je me suis dit, tiens, ah, c'est marrant. Je m'attendais pas à ça, mais ça me fait penser à ça. Ouais. Ok. Bon, bah écoute, moi j'ai plus trop de questions. Euh, je sais que c'est 5 tomes. Donc 5 tomes, un par an, ça nous amène à quasiment 2030. Oh non, parce que j'en ai déjà 2029? fait deux là. Ouais, Ah, deux. j'en ai fait deux là, j'en ai fait deux. Ouais, Donc t'en as fait si on deux. compte un tome de 27. plus en 2025, 2026, 2027, j'espère que quand même j'aurai fini d'ici là, parce que j'ai d'autres projets aussi que j'ai pas envie de trop faire tarder. Donc j'aimerais autant que possible accélérer un peu la cadence sur Ouais. les tomes qui viennent. Ouais, bah c'est vrai que c'est pas évident de faire plus d'un tome par an, mais surtout avec le planning que tu m'as donné. C'est pas, c'est pas simple. Mais en tout cas, voilà, 5 tomes. Ma question c'était se dire, est-ce que t'as prévu, ce que t'as prévu, ça tourne autour de Red Flower, ou alors t'as prévu des choses complètement différentes? Les deux. J'ai des histoires pour Red Flower, j'ai d'autres univers que j'ai envie d'explorer. J'aime beaucoup les one-shots et je sens que de plus en plus, on se dirige vers les one-shots au niveau du lectorat. Les gens, je pense qu'ils sont un peu fatigués des histoires qui n'en finissent plus là. Ouais. En 100 tomes, en 60 tomes à chaque fois. Et puis moi, dans ma vie, j'aurais pas le temps de faire 60 tomes, hein. On n'est pas aussi Bah, rapide que les Japonais. non, à Moi, ce je suis seul rythme-là, sur le non. projet. Hmm. Donc, à un moment, il faut faire des choix et je pense me concentrer plus sur les one-shots qu'autre chose. Pour l'instant, c'est ce qui me fait envie. Parce que j'aime bien raconter des histoires courtes, des histoires ponctuelles, des histoires avec des thèmes, des enjeux qui vont traiter d'un vrai sujet et qui me permettent moi aussi de grandir et de creuser des idées qui m'intéressent avec mes lecteurs, en fait, et de partager ça avec les lecteurs, c'est ça qui m'intéresse. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi, que c'est vrai que les histoires longues, moi j'en ai de moins en moins envie. Mais 4-5 Ouais, tomes, je considère pas encore ça ouais. trop long. Ouais, je trouve ça cool. Je pense que je ferai rarement plus que 6 tomes. C'est long, c'est long. Je saurais pas dire que j'ai envie de passer 20 ans de ma vie sur un projet. Moi, je suis impressionné par les gens qui font ça, hein. Ouais. C'est beaucoup de temps à faire la même chose, alors que quelque part, je suis quelqu'un qui a envie de toucher un peu à tout. Je suis un peu éparpillé comme personne, mais il y a plein de sujets qui m'intéressent, plein d'univers, plein de personnages, donc je saurais pas m'enfermer dans un récit pendant 20, 30 ans de ma vie comme ça. Ça me paraît beaucoup trop. Ouais, non, mais je comprends parfaitement. Il y a un mangaka comme ça, je sais pas si tu le connais, Tetsuya Tsuitsui, qui a fait. De nom, ça me dit un truc. Il a fait des. Ah, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai des trucs là. Ouais, il a fait Prophecy, Manhole, Poison City. Je sais pas si t'as déjà lu tout ça. Ah bah oui, Poison City, bah oui, oui, alors j'ai Lui, c'est adoré toujours Poison City, 3 moi, génial. 4 tomes max. Il fait vraiment des histoires Ouais, courtes, mais justement, j'avais lu une interview. Il a tellement de choses à raconter qu'il se dit j'ai pas envie de me focaliser. Puis il me dit je saurais peut-être même pas faire un truc en 50 tomes. et ouais, et j'ai envie de dire, bon alors c'est pas pour tout le respect du monde aux mangaka qui ont fait Naruto, One Piece et autres, mais quand je lis les histoires de mangaka qui varient souvent d'univers, je trouve qu'ils ont des idées plus intéressantes parce qu'ils se renouvellent souvent. En Je fait, tu pense. sens que Mm. entre les deux projets, ils ont eu le temps de vivre des choses. Alors que quand tu t'enfermes dans un projet pendant 30 ans, mais ta vie elle est presque suspendue tellement Ouais. leur rythme il est effréné. Mm. Ils n'ont pas le temps de vivre des choses, ils n'ont pas le temps de se ressourcer. Et je trouve qu'à la longue, bah, tous les univers, ils s'essoufflent. Et je trouve ça trop dommage pour une histoire qu'on aimait profondément au début, de l'avoir juste s'essouffler et mourir un petit peu sur une note un peu plate. Alors que les mangaka qui changent souvent, qui font des one-shots, qui font des histoires courtes et qui changent d'univers, de récits, de thèmes entre les deux, et ben souvent, je suis très surpris. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui fait... ouh là là, Soul... Alors, il a fait de la boxe, il a fait des trucs d'époque avec des samouraïs, il a fait des histoires un peu oniriques. Comment ça s'appelle? Ah, Il a fait Sido notamment. Attends, non, je l'ai pas. Sido. Moi, je sais qu'il y en a un comme ça que j'aime bien qui a fait Quartier Lointain. Comment il s'appelle? C'est pas lui, toi. C'est quel tu penses? Alors moi je pensais à Tsutomu Takahashi, Non, ah, je l'ai pas lui. Mm. ouais, qui a fait plusieurs trucs.
plutôt sympa. Mais bref, lui, il se renouvelle souvent. Il a fait un manga de boxe, il a fait un manga de samouraï, il a fait un manga avec du paranormal. Et vraiment, j'adore. Chaque fois qu'il sort une nouvelle histoire, ça me surprend, ça me fait changer d'univers. Ouais. On peut aussi penser à Rumiko Takahashi, là, qui, avec ma mémoire. Bah, c'est Rumiko Takahashi, celle qui a fait, c'est qui a fait Ranma, non? Full Metal. Ah non, non, Full je Metal. confonds. Attends, fais voir. Attends, on est trop loin, là. C'est Putain, la je fin de l'ai là. l'interview, là. Il y a... Full Metal. Comment elle s'appelle? Ah là là, je confonds. Hiromu Arakawa. Ouh là là, bref. Oui, donc elle, à chaque fois qu'elle se renouvelle avec sa nouvelle série, là, Tsugai et Ah bah oui, Full oui. Metal, et en fait, Elle, je ça a rien à sens voir. que ça change d'univers et je trouve ça plutôt cool, franchement, de voir l'évolution du mangaka, quoi. Ouais, et tu l'avais lu Full Metal par rapport à Molly et Oui. Lucas, non? Si ça. Ah, ben ouais, on me demande souvent s'il y a un lien, mais je t'avoue que non, je l'avais pas lu à l'époque où j'ai fait Moulay Lucas, donc c'est une petite coïncidence. Bah écoute, ça, Euh, il y a les. En ouais. tout cas, au niveau design, au niveau du style, il y a quelque chose. Ouais. Ouais, mais du coup, non, ça n'a jamais été une référence pour moi, au-delà du fait que c'est une très bonne histoire qui donne envie de raconter des histoires avec autant d'impact émotionnel, quoi. Ouais, moi j'ai adoré Full Metal, hein, franchement. Mm. Super série. Bon, bah écoute, Ouais, c'est cool, ouais. je vais pas te prendre plus de temps. Bon, merci encore Louis, et puis bon, bah peut-être à une prochaine. Allez, ça Allez, roule, bon merci à courage à toi. toi. Salut. Bye, ciao.